Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le week-end, je viens de rentrer du travail, j'avais un petit peu de temps parce que j'ai pu rentrer plus tôt et je me suis dit, bah allons-y, tournons mon update lecture comme ça, ultra rapidement. Je suis debout parce que sinon il faut que je bouge plein de trucs. Mais c'est pas grave, au moins ça sera fait parce que je pense que le plus intéressant pour vous, c'est d'entendre mon avis sur les livres et pas forcément de voir si mon cadrage est à tel angle et tel degré de je sais pas trop quoi. Donc on commence tout de suite. J'ai 4 ouvrages à vous présenter, un manga, une BD et 2 romans. Donc c'est des genres totalement différents comme à chaque fois et j'espère du coup que cette vidéo vous plaira. Le premier livre que j'ai lu, c'est Un manoir en Cornouailles de F. Chase aux éditions Nil. Alors avant toute chose, il faut savoir que les éditions Pocket ou 10-18, je ne sais plus, mais en tout cas, il est sorti en livre de poche et la couverture est trop belle. Donc franchement, moi là-bas, je voulais me le prendre en poche, sauf que j'avais trouvé en fait une opération Gibert d'occasion, enfin c'était des soldes sur les occasions et du coup je l'avais payé 2 € grand format. Donc c'est pour ça que je l'avais pas pris en poche, mais le poche est vraiment très joli. Donc si ma chronique vous intéresse, n'hésitez pas à regarder le poche. Dans ce roman, on suit Lorna qui s'apprête à célébrer son mariage avec son futur époux et donc ils sont en train de chercher une demeure dans laquelle célébrer leur mariage. Et donc parmi leurs recherches, Lorna trouve le manoir Pencrow dans les Cornouailles. Elle va donc le visiter et très vite ressentir une espèce de connexion avec cet endroit, comme si elle était déjà venue, comme si elle avait un lien particulier avec cet endroit. Alors on est dans une ambiance, vous savez, un petit peu humide, on arrive dans le parc avec cette grande grille qui grince un petit peu et on voit sur les troncs d'arbres des anciennes griffures avec des noms d'enfants taillés dedans. Enfin, vous voyez cette ambiance? À côté de ça, on suit la vie d'Amber dans les années, c'est au début du 20e, ah non même pas, c'est dans les années 70. On suit Amber et sa famille qui elle est très heureuse. Ils vivent à Londres mais ils vont en Cornouailles pour les vacances, donc avec son frère jumeau et son petit frère et sa petite sœur qui ont un petit peu plus d'années d'écart. Leurs parents sont super amoureux, tout va bien, tout va très bien, tout est très beau, mais un jour, la mère d'Amber décède dans un accident de cheval en étant allée rechercher en fait son petit frère qui était coincé dans un arbre pendant la tempête. Et à partir de là, la vie idyllique n'existe plus et ça va être vraiment que des malheurs sur malheurs. Premièrement, son jumeau va commencer à devenir hyper glauque. Alors déjà, il avait un amour particulier pour les crânes, pour les animaux morts et les armes. Mais alors là, on part dans un délire total puisqu'il va se créer une cabane au milieu de la forêt avec un flingue et il va dépecer des animaux quand même un petit peu glauque. En plus de ça, on a un lien quand même un petit peu malsain avec sa jumelle, puisqu'il ne supporte pas du tout le rapprochement qu'elle peut avoir avec les garçons. Mais ce qui va surtout déstabiliser toute la famille, c'est l'arrivée d'une nouvelle belle-mère, puisque le père est ruiné et il faut évidemment qu'il se remarie, sauf que ça ne se passe pas bien du tout, et qu'en plus de ça, elle vient avec son fils unique, et voilà, va y avoir en gros plein d'histoires. Alors effectivement, on sent dès le début qu'il va y avoir forcément une histoire croisée, celle de Lorna, celle d'Amber, qui est qui fait quoi, est-ce que ces familles sont liées, bref. On voit ce qui va se passer, plus ou moins, parce que moi j'ai été surprise. Mais alors j'ai adoré cette lecture que j'ai trouvée pile dans le ton de ce que j'avais envie de lire. C'est un roman avec une petite partie historique quand même, puisqu'on est dans les années 70 et que c'est toujours sympa, dans les Cornouailles. Mais ce qui est surtout super agréable, c'est l'ambiance de ce secret en fait, de famille, secret, pas vraiment d'histoire, mais voilà. J'ai trouvé que c'était super sympa parce que ça se lisait vachement bien. Il y avait des clichés, mais il n'y en avait pas trop. Il y avait quand même des moments où l'auteur arrivait à me surprendre un petit peu. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une chouette histoire. Et en plus de ça, je trouve qu'elle correspond pas mal à la période parce que voilà, moi c'est un peu le genre de choses que j'ai envie de lire en ce moment, c'est douillet, il fait frais, on est dans les Cornouailles, on fouine dans les souvenirs un petit peu cachés. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment super sympa. Et je vous le conseille si vous aimez les livres avec les secrets de famille et ce genre de choses parce que
Moi franchement j'ai beaucoup aimé ma lecture et je l'ai trouvé pas si kitschouille que ça. Voilà, des fois c'est kitsch, là il y avait des petits éléments qui changeaient un petit peu. Donc c'était franchement une très bonne lecture et voilà, et n'hésitez pas à vous laisser tenter. Ensuite j'ai lu La forme de l'eau, donc de Guillermo del Toro et Daniel Cross. Alors je crois que Guillermo del Toro c'est juste le réalisateur, je suis pas sûre que ce soit lui l'auteur, mais bref, aux éditions Brajlon, du coup dans leur version hardback. Ce roman fantastique du coup a inspiré un film qui s'appelle également La forme de l'eau, et c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié parce que au-delà d'être un roman fantastique, j'ai trouvé que c'était un roman plein d'universalité, d'humanité, d'acceptation des différences et aussi d'annihilation des différences. J'ai trouvé que c'était vraiment une œuvre assez forte qui finalement se résume très mal à simplement dire que c'est un roman fantastique. On suit Elisa qui est une jeune femme muette qui travaille comme femme de ménage en fait dans un gros laboratoire un peu secret où il y a des expérimentations, un truc un peu gouvernemental. Mais la seule chose qui la branche dans sa vie, c'est la danse et surtout les belles chaussures. Alors moi je l'imagine avec un peu, vous savez, ces anciennes chaussures pour faire des claquettes un petit peu pailletées, et c'est un peu comme ça qu'elle met des paillettes dans sa vie. C'est une femme très solitaire, mais elle va avoir des liens particuliers, notamment avec Gil qui est un vieux monsieur qui essaye de conserver sa jeunesse avec une perruque ridicule à laquelle personne ne croit sauf lui, et qui est dessinateur et en fait qui travaille dans la publicité, sauf que même dans ce domaine il est un petit peu dépassé. Et puis on suit aussi son amie Zelda qui est une femme noire, et on est dans un contexte où il y a de plus en plus d'émeutes raciales, et Zelda c'est la seule qui va essayer d'apprendre la langue des signes pour pouvoir essayer de comprendre Elisa et d'avoir un lien. Donc on a ces gens un petit peu atypiques qui vivent ensemble, plus ou moins amis, mais en tout cas partageant un lien particulier. Et à côté de ça, on suit le lieutenant Strickland qui fait partie du coup de l'armée et qui part dans la forêt amazonienne pour une mission un petit peu spéciale. Et lors de celle-ci, il apprend l'existence d'un homme-dieu, d'une créature entre l'homme et le poisson qu'on appelle Deus Branchia et qui vit tranquillement dans un coin. Et du coup, il se dit qu'il faut absolument l'attraper, et c'est comme ça que le destin de toutes ces personnes vont se retrouver au sein du laboratoire avec la créature Deus Branchia dans un gros bassin et Strickland du coup qui va mener les expérimentations. On suit aussi beaucoup de personnages en fait avec des chapitres très très courts qui donnent beaucoup de rythme, presque comme une pièce de théâtre en fait, je trouve, dans la manière dont c'était écrit, qui fixe des scènes comme ça et qui raconte très vite ce qui va se passer. Et donc parmi tous ces personnages, eh bien, il va y avoir plein de protagonistes, mais la relation clé qui va se nouer, c'est entre Elisa et Deus Branchia, puisque un jour elle va aller la voir un petit peu intriguée, et un lien incroyable va se faire sans la communication, mais avec ces deux créatures finalement, de deux espèces différentes, mais en fait dont le langage du regard et de la symbiose des corps va réagir en fait sans avoir besoin de langue ou de race ou le fait d'être humain ou de ne pas l'être. Se crée donc un lien absolument magnifique. À côté de ça, on a Strickland qui est quelqu'un où on sent assez perturbé par la guerre et la mémoire de la guerre, qui perd un peu pied. On voit qu'il sombre petit à petit dans la folie, dans la démence. On suit également son quotidien un peu plus intime avec sa femme qui s'émancipe petit à petit, qui était un peu au début l'américaine de base, on va dire femme au foyer, etc., et qui va aussi s'émanciper. Et en fait, au travers de tous ces personnages et de cette histoire, on aborde tellement de points qui vont au-delà du fantastique, qui va être du coup les violences, il y a quand même une domination masculine qui est remise en question. On parle aussi des différences et de la diversité, notamment avec le handicap, avec il y a plusieurs choses, parce qu'il y a le handicap d'Elisa, il y a le fait que Zelda est noire dans une période où il faudrait pas trop être noire, il y a aussi, comment dire, voilà, cette masculinité un petit peu puante, on a ces hommes qui manquent de confiance et qui ont honte de manquer de confiance. Enfin,
Il y a tout un panel, je pense, des difficultés sociales qu'on peut rencontrer, et je pense à toutes les époques. Et en fait, ça fait quelque chose d'humainement fascinant en termes de la psychologie de tous ces protagonistes. Au-delà de ça, j'ai trouvé que la relation qui se noue entre Elisa et Deus Branchia, elle est assez fascinante. Voilà, c'est assez hypnotique. C'est très contemplatif quand même, en plus de ça, ces scènes-là, parce que Elisa, évidemment, ne communique pas. Donc voilà, c'est très calme, très lent, mais ça donne une atmosphère un petit peu pesante et merveilleuse que j'ai vraiment appréciée dans ce roman. Donc voilà, c'était une bonne lecture, mais qui est vraiment très intéressante parce que je pense elle a plein de, comment dire, de lectures différentes et d'analyses différentes. J'ai l'impression de m'être emballée pour cette chronique. Je pense que ça doit ressembler à Raffarin qui essaye de parler anglais. Genre win the yes to win the no to win against the no. Voilà, je vous ai fait une petite Raffarin. Ensuite, j'ai lu Francis de Lopoutine aux éditions Choc d'Homme. Alors la première chose à dire, c'est que c'est un ouvrage graphiquement incroyable. Il est magnifique, c'est exactement le genre d'illustration et de dessin que j'ai envie de regarder pendant l'automne et puis même après, mais en tout cas je trouvais qu'il se prêtait très bien au week-end où je l'ai acheté puisque c'était le premier week-end brumeux, pluvieux, etc., hyper gris, et ça correspondait parfaitement à l'ambiance un peu gloomy que j'avais chez moi. Donc c'est vraiment un ouvrage somptueux, et il faut savoir que il tire plus de qualité dans son trait graphique que dans le scénario vraiment pur et dur, quoi. On va suivre Métilia à la veille d'un rituel un petit peu particulier qui va lui permettre comment dire, de confirmer un petit peu sa magie, lors duquel elle va être confrontée à Camélia, qui est une de ses amies, qui est d'ailleurs la seule à lui avoir tendu la main, parce que Métilia, elle est un peu bizarre, c'est un petit peu le loup noir, le loup noir ou le mouton noir. Métilia, elle est très solitaire, c'est pas forcément la nana vers qui on a super envie d'aller a priori, et Camélia, elle, c'est la nana parfaite, la petite blonde, je veux dire, super bien apprêtée, très jolie, très gentille, le cœur sur la main, et en plus de ça, hyper brillante. Donc forcément, ça va pas trop pour Métilia, parce que elle voudrait détester cette nana qui va forcément remporter le rituel face à elle, sauf que c'est un peu sa seule amie, donc c'est quand même plutôt délicat. Métilia va du coup se retrouver à invoquer un esprit pour essayer de trouver une réponse un peu existentielle sur comment réussir ce rituel. Sauf que ça va pas trop se passer comme elle le voulait, puisque c'est Francis, donc cet esprit, qui va apparaître, et donc il va essayer de lui donner des leçons par rapport à sa magie, par rapport à qui elle est, etc. C'est difficile de vous résumer un petit peu plus cet ouvrage graphique parce que c'est super court, donc là j'en ai presque dit la moitié, on va dire, de l'histoire. Et puis il se passe pas non plus grand chose, il faut le reconnaître, mais je pense que ça se feuillette. Je vous mettrai des plans parce que c'est magnifique, voilà, et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. C'est une petite ambiance de sorcière, un petit peu dans la forêt, avec des esprits, un renard, et puis un côté un peu magisson, et je pense qu'il faut vraiment le prendre en tant que, ok, je vais le lire, je vais en prendre plein les yeux, ça va pas être l'histoire du siècle, mais c'est vraiment surtout pour le trait graphique, et pour ça, bah moi je trouve que voilà, quand on part en fait de ce postulat, et ben on n'est pas déçu parce que c'est effectivement sublime. Enfin, j'ai lu le tome 4 de La Petite Faiseuse de Livres aux éditions Ototo par Miya Kazuki et au dessin Suzuka. Je suis pas certaine de vous le résumer ou de vous en reparler. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder dans d'autres updates lecture, j'en parle régulièrement puisque on en est effectivement au tome 4, et j'ai commencé la saga au tout début de mes vidéos, enfin, donc ça doit être inclus dedans, mais j'ai trouvé que c'était un tome 4, et en fait comme le reste de la saga, on avance un petit peu plus dans les relations entre les personnages, mais c'est pas dingue, voilà, mais c'est juste réconfortant. Moi j'aime beaucoup cette histoire. Du coup on suit toujours Maïn qui continue son projet de créer du papier, et puis on va un petit peu plus rentrer du coup dans la dualité de la jeune femme qu'elle était et de l'enfant qu'elle est devenue, et de ses problèmes de santé. Il va y avoir quelques petites avancées dans l'histoire. Voilà, moi ça me plaît bien, franchement ça me détend, ça me console, ça me réconforte quand je lis ce petit manga doudou. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. J'espère que ce petit update lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certains livres vous intéressent ou si vous en avez déjà lu et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Et puis je vous dis à très vite et je vous souhaite de très bonnes lectures.